Il y a des plaies qui ne se referment jamais, particulièrement celles qui vous privent de votre enfant. Stéphane Dubois avait perdu sa fille une décennie auparavant, non pas dans un accident tragique, mais dans un prétoire où les parents de sa femme décédée l'avaient dépeint comme inapte à son rôle de père. Âgé de 52 ans, il vivait désormais une existence effacée à Lyon, enchaînant les petits boulots et évitant méticuleusement tout ce qui pouvait raviver sa douleur. C'est alors qu'arriva la lettre d'un cabinet d'avocats. Son père était décédé, lui laissant en héritage un vieux cargo, rongé par la rouille et échoué dans un champ, loin de toute étendue d'eau. À l'intérieur de cette carcasse se trouvait un secret que son père avait gardé pendant des années, des preuves susceptibles d'établir que ses beaux-parents avaient commis un parjure. Tandis qu'il entreprend de remettre le navire en état, les habitants du village commencent à l'épier. Certains se remémorent des faits qu'ils auraient dû oublier. D'autres préféreraient que le passé demeure enfoui. Que s'est-il réellement passé le jour où sa fille lui a été enlevée? L'appartement de Stéphane à Lyon exhalait une odeur de café et de copeaux de bois. Accoudé au comptoir de la cuisine, ses mains enserrant une tasse écaillée, il observait la buée s'élever dans la clarté naissante de l'aube. Dehors, la métropole s'éveillait au son des camionnettes de livraison, à l'aboiement d'un chien au loin, au sifflement d'un bus de ville qui s'éloignait de l'arrêt. 8 années qu'il habitait ce lieu. Un petit deux pièces meublé d'un bric-à-brac hétéroclite, déniché dans des brocantes ou récupéré dans la rue. Rien de luxueux, rien qui évoquât la chaleur d'un foyer. Stéphane était un homme taillé pour l'effort physique. À 52 ans, sa stature imposante témoignait encore de décennies passées à lever, porter et réparer. Ses mains, épaisses et calleuses, portaient les cicatrices d'outils ayant dérapé ou de matériaux récalcitrants. Des cheveux gris parsemaient ses tempes et sa barbe de quelques jours. Ses yeux, d'un bleu passé, reflétaient cette tranquillité propre à ceux qui ont appris à taire leurs pensées. Derrière lui, sur la table, reposait la boîte à outils rouge. Il l'avait sortie la veille, après avoir reçu la lettre. Sa simple vue provoquait une contraction dans sa poitrine. Il but une nouvelle gorgée de café et son regard se posa sur l'enveloppe. Blanche, officielle, portant l'entête d'un cabinet d'avocats dont il ignorait l'existence, cabinet Bernard et Associés, situé dans un département rural à l'autre bout du pays. Il l'avait ouverte la veille au soir, l'avait lue et relue, avant de la poser pour fixer le mur jusqu'à minuit. Son père était mort. Ces mots résonnaient lourdement en lui. Jean Dubois, 78 ans, parti dans son sommeil 2 semaines plus tôt. Stéphane n'en avait rien su. Leur silence durait depuis plus de 10 ans. Depuis l'audience pour la garde de sa fille. Depuis ce jour où son univers s'était écroulé et où son père, au fond du tribunal, était resté de marbre avant de s'en aller sans un regard. La lettre précisait que Jean lui léguait quelque chose. Pas de l'argent, son père n'en avait jamais eu. Une propriété, un lopin de terre et ce qu'il contenait. Le courrier de l'avocat restait évasif, ne mentionnant qu'une adresse et l'invitant à se présenter pour signer les documents et prendre possession des lieux. Stéphane reposa sa tasse et saisit de nouveau la lettre. L'adresse, Saint-Martin-du-Bois, un village provençal de moins de 2000 âmes, ne lui évoquait rien. Jamais son père n'en avait parlé. Mais Jean Dubois n'était pas un homme de confidence. Il avait passé 40 ans dans la marine marchande, absent des mois entiers, revenant la peau burinée par le sel et le soleil, chargé d'histoires qu'il ne partageait pas. La mère de Stéphane était décédée lorsqu'il avait 12 ans, les laissant seuls, père et fils, dans une modeste maison près du port. Jean repartait en mer, et Stéphane était confié à des voisins, puis à lui-même. Leur vie se déroulait en parallèle, ne se croisant que le temps d'une permission. Stéphane aimait son père de cet amour distant et poignant qu'on porte à un fantôme. Il s'approcha de la fenêtre et observa la rue. Une mère avec une poussette, un vieil homme lisant son journal sur un banc. Des vies ordinaires. Lui aussi avait été ordinaire, autrefois. Il avait eu une famille. Les souvenirs affluaient, immuables. Sandrine, ses cheveux de jet brillant au soleil, son rire qui avait le don de le rassurer sur l'avenir. Rencontrée à 28 ans, mariée l'année suivante. Elle était issue d'un milieu aisé, ce que Stéphane n'avait saisi qu'en rencontrant ses parents, Monique et Pierre Lavigne. Une fortune ancienne, de celles qui imposent leurs règles et leurs contrôles. Il n'avait jamais accepté Stéphane, cet artisan, ce travailleur manuel sans diplôme ni ambition autre que de résoudre les problèmes matériels des autres. Mais Sandrine l'aimait, et cela avait suffi. Un temps. Chloé naquit 2 ans plus tard.
Une petite merveille aux yeux de sa mère et au menton volontaire de son père, le plus grand bonheur de sa vie. En la tenant dans ses bras à la maternité, il avait senti son monde basculer, se réorganiser autour de ce petit être. Ils avaient connu le bonheur. Pas une vie parfaite, cela n'existe pas, mais une vie heureuse. Stéphane travaillait d'arrache-pied, rentrait exténué, et Sandrine s'occupait de leur foyer, avec Chloé dans ses jupons. Ils avaient leur rituel, café et crêpes le dimanche, balade en soirée par beau temps. Une existence simple, dont on ne mesure la valeur que lorsqu'on l'a perdue. Et puis Sandrine tomba malade. Brutalement. Une fatigue persistante, des maux de tête, des nausées. Les médecins multiplièrent les examens, sans rien trouver de concluant. Il y eut des périodes de rémission, suivies de rechutes. Stéphane se rappelait ce matin où il l'avait trouvée inanimée dans la salle de bain. L'ambulance, l'hôpital, le ton précautionneux des médecins, un mélange de non-dits et de vérités terribles. Elle mourut 3 jours plus tard. Hémorragie cérébrale, foudroyante, imprévisible. Chloé avait 6 ans. À peine le temps de réaliser, et Monique et Pierre étaient là. Non pour le soutenir, mais pour lui prendre Chloé. « Tu es incapable de t'en occuper », avait asséné Monique, dans son propre salon. « Tu travailles sans cesse. Tu as à peine de quoi vivre. Chloé a besoin de stabilité, d'une vraie famille. »« Je suis sa famille », avait-il rétorqué. « Je suis son père. Et nous sommes ses grands-parents. Nous avons les moyens de lui offrir tout ce qu'il lui faut. Toi, tu n'as rien. » La procédure de garde fut une exécution. Les Lavigne et leurs avocats prestigieux le firent passer pour un homme négligent, instable, voire dangereux. Des témoins affirmèrent qu'il était un père absent, que Sandrine assumait tout, qu'il était un mari défaillant et serait un père indigne. Simone Leroy, une voisine, raconta l'avoir entendu crier sur Sandrine. Une simple dispute de couple sur des questions d'argent, exacerbée par le stress. Mais au tribunal, cela devint une scène de violence conjugale. Le juge, un homme glacial aux lèvres pincées, avait tout entendu et avait tranché en faveur des Lavigne. Visite surveillée, en attendant une nouvelle évaluation. Stéphane s'y était plié. Il s'était rendu à chaque rendez-vous, chargé de cadeaux, tentant de décrocher un sourire à Chloé. Mais Monique était là, omniprésente, notant tout. 3 mois plus tard, elle déposa une nouvelle requête, prétextant que ses visites perturbaient l'enfant. Fin des visites. Son avocat lui parla d'appel, mais il fallait de l'argent, que Stéphane n'avait pas. Face aux ressources inépuisables des Lavigne, la lutte était vaine. Alors il avait abandonné. Non par manque d'amour, mais pour ne plus voir les larmes de Chloé à chaque départ. Parce que chaque visite était une torture. Parce qu'il était à bout de force, anéanti, incapable de lutter contre une telle puissance. Il partit pour Lyon, accepta n'importe quel travail, et tenta de se reconstruire une vie. C'était il y a 10 ans. Chloé aurait 16 ans. Se souvenait-elle de lui? Sans doute pas. Ou alors, elle se souvenait de l'image façonnée par Monique, le père lâche qui l'avait abandonnée. Cette pensée était une douleur lancinante, une braise qui ne s'éteignait jamais. Son regard revint à la boîte à outils, ce coffre de métal rouge, cabossé, marqué des initiales de son père, J.D. Jean la lui avait offerte pour ses 15 ans, sans un mot superflu. Tu en auras besoin. C'était tout. Aucune explication, aucune leçon. Juste cet objet, et la certitude que son fils se débrouillerait. Elle l'avait suivi partout, de chantier en chantier, d'appartement en appartement. Elle contenait ses outils, ceux de son père, et ceux qu'il avait ajoutés. Clés, tournevis, un marteau aux manches polies par l'usage. De quoi tout réparer. Sauf sa propre vie. Il relut l'adresse sur la lettre. Saint-Martin-du-Bois. Son téléphone lui apprit qu'il s'agissait d'un village isolé, entouré de champs et de forêts. Le genre d'endroit avec un bistrot et une station-service. Son père n'avait jamais possédé de terre. Il avait toujours été locataire de cette petite maison sur le port. D'où venait cette propriété? Et pourquoi la lui léguer après une décennie de silence? Une part de lui voulait tout ignorer, vendre à l'aveugle, et continuer sa vie de fantôme. Mais une autre part, une part qu'il croyait morte, voulait savoir. Comprendre le silence de son père au tribunal, son départ, ses pensées.
Il alla dans sa chambre, emplit un sac de sport. Quelques vêtements, une trousse de toilette, la lettre. Il hésita, puis saisit la photo sur sa table de nuit. Chloé, à 4 ans, sur ses épaules, radieuse. Un cliché pris par Sandrine, lors d'une de leurs dernières belles journées. Il l'enveloppa dans une chemise et la glissa dans le sac. Dans la cuisine, il souleva la boîte à outils rouge. Solide, lourde, familière. Si une bâtisse se trouvait sur ce terrain, elle aurait sûrement besoin de réparation. Et réparer, c'était tout ce qu'il savait faire. Il verrouilla l'appartement, descendit les 3 étages. Sa vieille Renault 4 était là, plus de rouille que de peinture, mais le moteur tournait. Il jeta son sac et sa boîte à outils sur la banquette arrière et s'installa au volant. Autour de lui, Lyon vibrait. Des vies qui se déroulaient, des destins qui se croisaient. Il avait fait partie de ce décor pendant des années, un anonyme parmi tant d'autres. Mais une force l'en arrachait. L'héritage, peut-être. Ou le besoin de comprendre ce que son père lui avait laissé. Ou cet infime, cet absurde espoir de trouver une réponse à la question qui le rongeait depuis 10 ans, que s'était-il vraiment passé? Il tourna la clé de contact. La ville s'effaça dans son rétroviseur, cédant la place à l'asphalte et au ciel. Il roula des heures, le paysage se transformant au fil des kilomètres. La radio crachait de vieilles chansons et des nouvelles sans intérêt. Un arrêt pour de l'essence et un café infect, et il repartit. En fin de journée, le panneau se dessina, Saint-Martin-du-Bois, 1847 habitants. Bienvenue. Le village correspondait à son imagination. Une rue principale, quelques commerces, un bistrot à l'enseigne défraîchie. Une lenteur palpable. Un vieil homme sur son pas de porte, une femme balayant devant sa boutique. Des regards curieux pour l'étranger de passage. Il suivit les indications de l'avocat, quitta la rue principale pour une départementale serpentant entre les champs. Une boîte aux lettres rouillées, un bosquet, un portail déglingué. Et puis il le vit. Au bout d'un chemin de terre, au milieu d'un terrain envahi par les herbes folles, se dressait, improbable, un navire. Pas une barque, un cargo. Massif, oxydé, gitant légèrement. La coque, constellée de taches brunes et orangées, semblait être avalée par la végétation. Le pont était jonché de détritus. Une vision surréaliste. Stéphane immobilisa la voiture, le souffle coupé. Le bateau de son père. Il l'avait vu une fois, enfant. Jean l'avait fait monter à bord, lui avait montré la cabine du capitaine, l'avait laissé faire tourner la barre. Il devait avoir 10 ans, fasciné par ce géant d'acier que son père commandait. Et le voilà, à des centaines de kilomètres de la mer, échoué dans un champ. Il sortit de la voiture, s'avança, comme en transe. De près, le navire était encore plus impressionnant. La rouille dégoulinait des bastingages. Les hublots étaient brisés. Une passerelle de fortune, faite de planches disjointes, menait à une brèche dans la coque. Il grimpa à bord. Le pont gémit sous ses pas. Une odeur de métal oxydé, de bois pourri, et quelque chose de subtilement sucré. Il progressa avec prudence jusqu'à la porte de la cabine. Elle n'était pas verrouillée. À l'intérieur, l'air était confiné, mais sec. La cabine du capitaine était étonnamment préservée. Un bureau, une chaise, une couchette, des étagères chargées de livres et de cartes marines. Et sur le bureau, une enveloppe portant son nom. Il la prit, les mains légèrement tremblantes. L'écriture de son père, anguleuse et nette. À l'intérieur, une clé et un mot. Stéphane, tout ce dont tu as besoin est ici. Pardonne-moi de ne pas avoir pu faire plus à l'époque, mais je n'ai jamais renoncé. La vérité est dans ce navire. Trouve-la. Sertan. Rends justice. Papa. Stéphane resta là, figé, relisant ces mots. Tout ce dont tu as besoin est ici. Son regard balaya la cabine, les étagères, le bureau, les recoins sombres. Quelque part ici, son père avait dissimulé quelque chose. Des preuves. Des réponses. La vérité. Il plia le mot, le glissa dans sa poche et posa sa boîte à outils sur le bureau. Il était temps de se mettre au travail. La première heure fut consacrée à une inspection minutieuse du navire, un cargo d'une 60aine d'années, conçu pour affronter les océans.
D'après un certificat jauni accroché au mur, son père en avait été le capitaine durant les 15 dernières années de sa carrière. Désarmé depuis des décennies, Jean l'avait pourtant acquis et fait transporter jusqu'ici. Un mystère. La coque, malgré la rouille, semblait solide. Les cales étaient vides, à l'exception de quelques palettes en décomposition. La salle des machines avait été pillée. Mais les quartiers d'équipage, la cuisine, et surtout la cabine du capitaine, étaient quasiment intacts. C'était comme pénétrer dans l'intimité de son père. Tout y était d'une précision quasi militaire. Les cartes roulaient dans des tubes, les livres classés par ordre alphabétique. Il commença par le bureau. Le premier tiroir contenait des instruments d'écriture. Le second, des papiers administratifs sans importance. Le troisième était fermé à clé. La clé de l'enveloppe n'entrait pas. Il retourna à sa voiture chercher sa boîte à outils. Il en sortit un tenseur et un crochet, vestige d'une adolescence aventureuse. Il manipula la serrure avec délicatesse, et entendit bientôt un petit déclic. Le tiroir coulissa. À l'intérieur, un livre relié de cuir. Un journal de bord. Il le souleva avec respect. La couverture était lisse, les pages jaunies. Il l'ouvrit. La première date le figea. 12 ans en arrière, au moment où la santé de Sandrine avait commencé à décliner. Il tourna les pages. L'écriture de son père, serrée, couvrait chaque ligne. Des informations techniques, des relevés météo, des caps. La routine d'un marin. Puis, au milieu du livre, le ton changea. Les entrées s'allongèrent, se firent plus personnelles. Elle ne parlait plus du navire, mais de Monique et Pierre Lavigne. Stéphane sentit ses mains se crisper. Il lut, le souffle court. 12 septembre. Nouvel appel de Monique Lavigne. Elle m'interroge sur les horaires de Stéphane, sa présence auprès de Chloé. Je l'ai envoyé promener. Elle a menacé de faire de cette affaire la sienne. J'ai raccroché. 19 septembre. Monique a rappelé. Plus direct. Elle dit les surveiller, Stéphane et Sandrine, prendre des notes. Elle prétend que Sandrine est en difficulté et que Stéphane est dépassé. Quelle difficulté? Elle reste évasive, ne parle que du bien-être de Chloé. Je lui ai ordonné de laisser mon fils tranquille. 3 octobre. Sandrine a appelé. Pour la première fois depuis des mois. Elle était effrayée. Sa mère débarque sans prévenir, accompagnée de médecins, et la harcèle avec des examens. Sandrine se sent juste fatiguée. Elle ne veut pas inquiéter Stéphane. Je lui ai conseillé de tout consigner par écrit. Le cœur de Stéphane se serra. Sandrine avait appelé son père à l'aide, et il n'en avait rien su. Il poursuivit sa lecture. 10 octobre. Message vocal de Monique. Je n'ai pas rappelé. Le message était une menace à peine voilée. Elle prépare un mauvais coup. J'ai commencé à rassembler des informations de mon côté. J'ai consulté un ami avocat sur les droits des grands-parents. Ce que j'ai appris ne me plaît pas. 15 octobre. Sandrine est morte. Stéphane a appelé, incohérent. Hémorragie cérébrale. J'abrège ma mission et rentre au port. J'arrive dans 3 jours. Que Dieu nous protège. 18 octobre. Arrivé à l'hôpital. Trop tard. L'enterrement a déjà eu lieu. Organisé par les Lavigne, sans attendre Stéphane. Pendant la cérémonie, Monique m'a regardé avec un air de triomphe. Pierre était un fantôme. 2 novembre. Les Lavigne demandent la garde. Je m'y attendais. J'ai tenté de raisonner Stéphane, de le pousser à se battre, mais il est anéanti. Je ne peux pas le blâmer. J'ai engagé un détective privé pour fouiller le passé de Monique. La mort de Sandrine est suspecte. Stéphane interrompit sa lecture, la vue brouillée. Il posa le journal, se frotta les yeux. Son père savait. Il avait vu le piège se refermer. Il avait tenté d'agir, et lui, Stéphane, avait passé 10 ans à le croire indifférent. Il reprit le livre. 14 novembre. Le détective a trouvé une piste. Le premier mari de Monique est décédé il y a 23 ans. Chute dans l'escalier.
Accident. Mais le rapport de police comporte des zones d'ombre. Des témoins non interrogés. Monique a hérité de tout. Personne n'a rien dit, elle était déjà riche. 20 novembre. J'assiste à l'audience, au fond de la salle. Je voulais témoigner des menaces de Monique, mais l'avocat de Stéphane m'en a dissuadé. Parole d'un père en colère, partial. Les avocats des Lavigne étaient redoutables. Ils ont fait de Stéphane un incapable. Simone Leroy a témoigné contre lui. Elle l'aurait vu crier sur Sandrine. Elle semblait terrorisée, comme sous la contrainte. 21 novembre. Ils ont eu Chloé. Visite surveillée. J'ai vu Stéphane s'effondrer. J'aurais voulu dire quelque chose. Mais les mots sont vains. Je l'ai abandonné. J'ai abandonné Sandrine et Chloé. Mais ce n'est pas fini. 1er décembre. Le détective confirme mes doutes sur Simone Leroy. Les Lavigne ont soldé son crédit immobilier 2 semaines avant l'audience. 30 000 € virés du compte de Pierre Lavigne. Elle a témoigné sous la contrainte. Ils ont acheté son silence. 15 décembre. J'ai rassemblé des preuves. Photos, relevés bancaires, enregistrements téléphoniques. Mon avocat trouve le dossier solide, mais prévient que la moindre erreur serait fatale face aux Lavigne. Il conseille de patienter et de renforcer le dossier. 8 janvier. Stéphane ne répond plus à mes appels. Je le comprends. Mon silence au tribunal l'a anéanti. Il me croit indifférent. C'est peut-être mieux ainsi. Il doit survivre, pas porter mes propres échecs. 20 janvier. Monique m'a appelé. Je ne sais pas comment elle a eu mon numéro. Elle m'a menacé, si j'interviens, Stéphane ne reverra jamais Chloé. Plus de visites, plus de photos, rien. Elle a des juges, des avocats, des relations. Je la crois. Je vais donc changer de stratégie. Je vais tout documenter, bâtir un dossier indestructible. Le moment venu, Stéphane aura les armes pour se battre. Les pages suivantes relataient une décennie de recherches clandestines. Des relevés téléphoniques, des documents financiers prouvant la corruption de Simone Leroy. Des dossiers médicaux obtenus on ne sait comment. Des témoignages de personnes ayant subi les pressions des Lavigne. Le tout méticuleusement classé. La dernière entrée datait de 3 mois. Je suis condamné. Le médecin me donne 6 mois. Un cancer. J'ai passé ma vie sur les flots, et c'est mon propre corps qui me lâche. J'ai légué la propriété à Stéphane. Le navire est à Saint-Martin-du-Bois, sur un terrain acheté il y a 15 ans pour cette seule raison. Tout est caché ici. Preuves, documents, enregistrements. Je lui ai laissé une piste. Il comprendra. Je n'ai pas pu sauver Sandrine, ni arrêter les Lavigne. Mais peut-être puis-je encore donner à Stéphane une chance de rétablir la justice. De retrouver sa fille. Dites-lui que je regrette de ne pas avoir été plus fort. Que je n'ai jamais cessé le combat, même dans l'ombre. Dites-lui il le lira. Stéphane, tu méritais mieux. Nous t'avons tous laissé tomber. Mais il n'est pas trop tard. Ne gaspille pas cette chance. La vérité est dans ce navire. Trouve-la. Certain. Ramène Chloé à la maison. Stéphane referma le journal. Ses mains tremblaient. Sa gorge était nouée. Son père savait tout, s'était battu en secret pendant qu'il sombrait dans le désespoir. Et maintenant il était mort, ne lui laissant que ce navire, rempli de secrets et de preuves. Il se leva, regarda par le hublot le champ sauvage. Le soleil couchant étendait de longues ombres. Quelque part, à des centaines de kilomètres, Chloé vivait avec des monstres. Disant qu'il survivait, qu'il évitait la douleur. Il avait laissé les Lavigne gagner, la lutte semblant perdue d'avance. Mais son père lui avait forgé une arme. Il ne lui restait plus qu'à apprendre à s'en servir. Son regard revint à l'intérieur de la cabine. Son père avait dit que tout était là. Il prit sa boîte à outils. Le travail commençait. Le lendemain, Stéphane se réveilla courbaturé sur la couchette du capitaine. Une lumière blafarde entrait par les hublots. La veille, il avait cherché jusqu'à l'épuisement. Le navire craquait doucement. Il se leva,
s'étira. Il avait commencé par les cachettes les plus évidentes. Derrière un faux panneau dans un placard, il avait trouvé une boîte contenant des documents financiers. Des paiements de Pierre Lavigne à Simone Leroy, mais aussi à un greffier, une assistante sociale. De petites sommes, mais qui dessinaient un schéma de corruption. Il avait tout photographié, tout noté. Le dossier de son père était dense, complexe. Il avait besoin de nourriture pour continuer. Il retourna au village. À la lumière du jour, Saint-Martin-du-Bois avait un charme suranné. Il se gara devant le bistrot de Simone. L'ironie de la situation lui sauta au visage. À l'intérieur, l'ambiance était celle d'un café de village. La patronne, une femme d'une 60aine d'années, le reconnut aussitôt. « Asseyez-vous » dit-elle d'une voix neutre. Il choisit une banquette. Elle lui apporta un café et un menu. De près, ses yeux trahissaient une grande lassitude. « Vous êtes le fils de Jean Dubois » affirma-t-elle. Il acquiesça. « C'est exact. Je le pensais. La ressemblance est frappante. Je suis Simone Leroy. La propriétaire. » Son nom le percuta. Simone Leroy. Le témoin qui l'avait anéanti. Elle vit son expression changer. « Oui » murmura-t-elle. « Cette Simone Leroy. » Une part de lui voulait fuir. Mais une autre, celle qui avait lu le journal de son père, voulait comprendre. « Je vous laisse consulter le menu » dit-elle en s'éloignant. Il fixa la carte sans la lire. Autour de lui, la vie suivait son cours. Simone revint. « Avez-vous choisi ? » « Des œufs, du pain, dit-il. Elle nota, puis, après une hésitation, « Votre père était un homme bon. Il venait souvent. Il s'asseyait toujours là-bas. » Elle désigna une table dans un coin. « Il m'a parlé de vous. » « Que vous a-t-il dit ? » ?»« Que la vie avait été injuste avec vous. Et qu'il tentait de réparer cette injustice. » Elle jeta un regard circulaire, puis baissa la voix. « Il m'a parlé du procès. De ce que j'ai fait. Vous admettez donc avoir menti. » Son visage se durcit. « J'admets avoir déformé la vérité. » »« Oui. » »« Pourquoi ?» Elle resta silencieuse, puis griffonna une adresse sur son carnet. « Pas ici. Venez chez moi, ce soir. 19h. » Elle partit vers la cuisine. Il resta là, fixant le papier. Simone Leroy voulait parler, mais à l'abri des regards. Elle avait peur. Des Lavigne. Leur ombre planait encore. Il mangea sans appétit, paya et sortit. De retour au navire, il s'attaqua à la cuisine. Il inspecta les placards, tapa sur les cloisons. Rien. Puis son regard fut attiré par le plancher. Une latte près de la cuisinière était différente. Avec un pied de biche, il la souleva. En dessous, enveloppée dans une toile cirée, une petite boîte en bois. Ses mains tremblaient. À l'intérieur, des lettres jaunies. L'écriture de Sandrine. « Cher Jean, je sais que nous ne sommes pas proches, mais je dois me confier, et je ne peux pas encore en parler à Stéphane. » Sa vue se brouilla. Il continua. « Mes parents viennent de plus en plus souvent. Surtout ma mère. Elle amène des médecins, insiste pour que je fasse des examens. Mais je vais bien, Jean, juste un peu fatigué. Maman dit que je suis dans le déni. Je crois que c'est elle qui est malade. Malade de contrôle. Elle veut Chloé. Je le sens. Je consigne tout, comme tu me l'as conseillé. Au cas où. Au cas où il m'arriverait quelque chose et où Stéphane aurait besoin de preuves. Je l'aime tant, Jean. J'aimerais que vous soyez plus proches. Il a besoin de son père. Amicalement, Sandrine. » Stéphane posa la lettre, le visage entre les mains. Sandrine avait eu peur, et pour le protéger, elle s'était tue. Les autres lettres racontaient la même histoire, la paranoïa qui s'installait, les symptômes inexpliqués. La dernière, datée de 3 jours avant sa mort. « Jean, j'ai peur. Je crois que maman met quelque chose dans ma nourriture. Je sais, c'est insensé. Mais les symptômes n'apparaissent qu'après avoir mangé chez eux. Je vais voir la police après l'anniversaire de Chloé.
Pas avant, sinon elle trouvera un moyen de me la prendre. Ne dis rien à Stéphane. S'il m'arrive quelque chose, dis-lui que je l'aimais, et dis-le à Chloé aussi. Sandrine savait. Elle était sur le point d'agir, et la mort l'en avait empêché. Au fond de la boîte, une pochette de velours. Il l'ouvrit. L'alliance de Sandrine. Il la serra dans sa main, submergé par le chagrin. L'après-midi, il photographia les lettres et les remit à leur place. À 18h30, il se rendit chez Simone Leroy. Sa maison était modeste et bien entretenue. Elle l'attendait sur le seuil. « Entrez, dit-elle. » Le salon était simple et chaleureux. « Cela fait 10 ans que j'attends ce moment, » commença-t-elle. « Votre père m'avait prévenu que vous viendriez. »« Racontez-moi, » dit Stéphane. « Pourquoi avez-vous menti ?»« Je n'ai pas menti, » rectifia-t-elle. « Pas entièrement. Je vous ai bien vu vous disputer avec Sandrine. Mais c'était une dispute de couple banale. Vous n'étiez pas menaçant. Alors pourquoi ? Monique Lavigne. Elle est venue me voir 6 semaines avant le procès. Elle savait que j'étais menacé de saisie. Elle m'a offert de payer mes dettes, 30 000 €, en échange d'un témoignage qui vous dépeindrait comme un homme colérique. Et vous avez accepté. J'avais 2 enfants, j'allais perdre ma maison. Oui, j'ai accepté. Elle le regarda droit dans les yeux. Je n'en suis pas fier. Je ne demande pas votre pardon. Mais c'est la vérité. Stéphane sentit la colère, mais aussi une forme de compréhension. Monique avait su exploiter sa détresse. Votre père a tout découvert, poursuivit Simone. Il est venu me voir 1 an plus tard. Il n'était pas menaçant. Il m'a dit qu'il constituait un dossier et qu'1 jour, je devrais dire la vérité. Et qu'avez-vous fait ? J'ai tout avoué. Il a enregistré notre conversation. J'ai signé une déclaration. Elle doit être sur le navire. Oui, confirma Stéphane. J'ai trouvé les relevés bancaires. Pierre n'était sans doute au courant de rien, ajouta-t-elle. Monique dirige tout. Elle se leva et revint avec un dossier. Après la visite de votre père, j'ai commencé à les surveiller. Les Lavigne ont une maison de campagne à 25 km d'ici. Je notais tout. Leurs allées et venues, leurs conversations. Votre père voulait connaître leur fébille. Elle lui tendit le dossier. Note, photo. Simone était devenue l'espionne de son père. Il y a autre chose, dit-elle. Monique est dangereuse. Il y a 3 ans, un journaliste a commencé à enquêter sur eux. Il a disparu. Sa voiture a été retrouvée à des centaines de kilomètres. Personne n'a plus jamais posé de questions. Un frisson parcourut Stéphane. Pourquoi êtes-vous resté ? C'est chez moi. Et votre père pensait que je serais plus en sécurité ici, en ne changeant rien à mes habitudes. Alors j'ai attendu. Attendu quoi ? Vous. Il disait que votre venue signifierait que vous étiez prêt à vous battre. L'êtes-vous ? Il pensa aux lettres de Sandrine, au journal de son père, à Chloé. Je le suis, dit-il. Mais il me manque quelque chose. Une preuve irréfutable. Mon père a parlé de photographie. Oui, se souvint Simone. Il a dit qu'elles étaient cachées dans un endroit que seul vous connaîtriez. Stéphane se leva. Je dois les trouver. En partant, Simone l'arrêta. Soyez prudent. Monique n'hésitera pas. Je sais. Et Stéphane, je suis sincèrement désolé. Il la regarda. Il ne pouvait pas lui pardonner. Pas encore. Aidez-moi, dit-il. Aidez-moi à récupérer Chloé. C'est le seul moyen de vous racheter. Elle acquiesça. Je le ferai. Il retourna au navire. La nuit était tombée. Quelque part ici, des photographies. La preuve ultime. Où son père aurait-il pu les cacher ? Un endroit que seul lui connaîtrait. La salle de navigation. Enfant, c'était son terrain de jeu. La grande barre, les cartes marines. S'il y avait une cachette, elle était là. Il fouilla la pièce, en vain. Frustré, il tenta de se souvenir. Enfant, qu'y faisait-il ?
Il faisait tourner la barre. Et il cachait des trésors dans les rayons creux de la barre. Il s'agenouilla, examina la barre. Les rayons étaient des tubes métalliques. Il éclaira l'intérieur de l'un d'eux et y aperçut quelque chose. Il y glissa la main et en retira une enveloppe. À l'intérieur, des polaroïdes. La première montrait Monique et Pierre Lavigne attablés avec le juge Michel Fournier. 4 mois avant le procès. La deuxième, les mêmes, dans un club privé, riant aux éclats. 2 mois avant. La troisième, Monique et le juge, très proches. 1 mois avant. 12 photos en tout. La chronique d'une relation compromettante. Au fond de l'enveloppe, une note de son père. Un détective a pris ces photos. Fournier et Monique sont liés depuis des années. Il lui doit de l'argent, des dettes de jeu. Elle le tient. Voilà pourquoi tu as perdu Chloé. Le procès était truqué. Stéphane s'adossa au mur, les photos éparpillées autour de lui. La certitude le submergea. Il tenait sa preuve. La vérité en 12 clichés. Il ne dormit pas. Il passa la nuit à classer les preuves. Les photos, les lettres de Sandrine, le journal de bord, la déclaration de Simone. Le puzzle était complet. À l'aube, il avait un plan. Il lui fallait un avocat. Un ténor du barreau. Il trouva un cabinet à Bordeaux, spécialisé dans les cas désespérés. Une avocate, Valérie Bernard, accepta de le recevoir. Le trajet fut long. Comment résumer 10 ans d'injustice? Le cabinet était impressionnant. Valérie Bernard, une femme d'une 50aine d'années, l'écouta sans l'interrompre. À la fin de son récit, elle resta silencieuse un long moment. C'est un dossier explosif, dit-elle enfin. Les photos seules suffiraient à faire appel. Avec le reste nous dépassons l'affaire de garde. Nous touchons à la corruption de magistrats, et peut-être à l'homicide. Et Chloé? Ce sera long et difficile. Les Lavigne se défendront avec acharnement. Peu importe, dit Stéphane. Est-ce possible? Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle. Pourquoi 10 ans après? Je ne savais rien de tout ça. Et si vous aviez su? Il hésita. Je ne sais pas. J'étais détruit. Je ne voyais pas plus loin que le jour même. Et maintenant? Maintenant, Chloé a 16 ans. C'est ma dernière chance. Je ne peux pas la laisser passer. Elle hocha la tête. D'accord. Je prends l'affaire. Mais préparez-vous. Ce sera une guerre. Ils vont tout faire pour vous salir. Je suis prêt à tout endurer pour retrouver ma fille. Bien. Laissez-moi les copies. Je vais monter le dossier. Ne contactez surtout pas les Lavigne. En sortant, il sentit l'espoir renaître. Fragile, mais réel. Il retourna à Saint-Martin-du-Bois et se rendit à la médiathèque. Il voulait tout savoir des Lavigne. Simone avait parlé de mort suspecte. Il consulta les archives. Le premier mari de Monique, Thomas Moreau, mort d'une chute accidentelle dans l'escalier. Un voisin avait entendu une dispute, mais n'avait jamais été interrogé. Monique avait hérité d'une fortune. Plus tard, elle avait épousé Pierre Lavigne. D'autres morts suspectes jalonnaient leur parcours. Un associé de Pierre, disparu. Une gouvernante, tuée dans un accident de voiture. Un avocat, suicidé. Aucun lien formel, mais une accumulation troublante. Il chercha ensuite des informations sur le juge Fournier. Une carrière brillante, mais des problèmes financiers. Un dépôt de bilan, 8 ans plus tôt, au moment où sa relation avec Monique semblait avoir commencé. Puis, mystérieusement, ses dettes avaient été épongées. Stéphane savait par qui. Le schéma était clair. Monique Lavigne était une prédatrice. Elle avait contrôlé sa fille, et lorsque celle-ci avait tenté de s'émanciper, elle l'avait éliminée. Puis elle s'en était prise à lui. De retour au navire, il constata que le piège qu'il avait tendu sur la passerelle avait été déclenché. Quelqu'un était venu. La cabine du capitaine semblait intacte, mais une odeur de cigarette flottait dans l'air. Sur le bureau, un mot, arrête de creuser. Quitte le village. C'est ton seul avertissement.
Il le froissa. Il le surveillait. Tant mieux. Il descendit dans la salle des machines. Le journal de son père mentionnait un magnétophone. Il le trouva après une heure de recherche, dans une boîte métallique soudée à un tuyau. À l'intérieur, un vieux lecteur et des cassettes. Il les écouta. La première était un enregistrement d'une conversation entre son père et Pierre Lavigne. Pierre le menaçait, lui conseillant de ne pas se mêler de l'affaire. Il faisait une allusion à peine voilée à la mort de Thomas Moreau. Les autres cassettes contenaient d'autres menaces, d'autres aveux implicites. Il avait tout. De quoi les faire tomber. De quoi récupérer Chloé. Mais il devait d'abord survivre. Il appela Valérie Bernard, lui raconta tout. Cela change la donne, dit-elle. Ce n'est plus de la fraude, c'est du crime organisé. Il faut prévenir le procureur. Et Chloé? Ils ne savent pas tout ce que vous avez. Laissez-moi faire. Cela prendra quelques jours. En attendant, ne restez pas seul. Il pensa à Simone. J'ai un endroit. Parfait. Et soyez prudent. Il rassembla les preuves et les déposa chez Simone. Gardez ça, lui dit-il. S'il m'arrive quelque chose, contactez mon avocate. Vous pensez qu'ils vont s'en prendre à vous? Ils sont aux abois. Faites attention, dit-elle. J'en disais la même chose. Sa voix se brisa. C'était un homme bien. Ne gâchez pas ses efforts. Il retourna au navire, mais à pied, en se cachant. Tout semblait normal. Il relut la dernière page du journal de son père. Son père aussi avait eu peur. Mais il avait continué. Son téléphone sonna. Un SMS. Nous devons parler. Au bistrot, 18h. Seul. PL. Pierre Lavigne. Un piège? Ou une opportunité? Il accepta. À 18h, il entra au bistrot. Pierre Lavigne l'attendait. Il semblait vieilli, usé. Tu ressembles à ton père, dit-il. Un homme têtu. Un homme bien, rétorqua Stéphane. Je ne suis pas ici pour te menacer, dit Pierre. Je suis ici pour te dire la vérité. Monique a tué Sandrine. Elle l'a empoisonnée à l'arsenic, à petite dose. Quand Sandrine a compris, il était trop tard. Et tu savais. Je me doutais. J'ai trouvé ses recherches sur les poisons sur son ordinateur. Je l'ai confrontée. Elle a dit que c'était nécessaire. Il avait l'air anéanti. J'aurais dû la dénoncer. Mais j'ai eu peur. Je suis devenu son complice. Pourquoi parler maintenant? Je suis mourant. Cancer. Je ne veux pas partir en laissant ma petite fille avec un monstre. Il lui tendit une enveloppe. Tout est là. Des relevés bancaires, des emails. De quoi la faire tomber. Et toi? J'irai en prison. Je le mérite. Il se leva. Dis à Chloé que je suis désolé. Et il partit. Simone s'approcha. C'était Pierre Lavigne? Il vient de tout avouer. Il appela son avocate. J'appelle le procureur, dit-elle. Un mandat d'arrêt sera émis dans les 24 heures. Ils vont d'abord sécuriser Chloé. C'était la fin du cauchemar. Il allait retrouver sa fille. Le lendemain matin, son téléphone sonna. Valérie Bernard. Pierre Lavigne est mort. Accident de voiture cette nuit. La police conclut à une perte de contrôle. Mais le timing est troublant. Monique, souffla Stéphane. Probablement. Sa confession est perdue. L'affaire de meurtre s'affaiblit. Il était anéanti. Il relut le journal de son père. Une entrée lui avait échappé. Une référence à un coffre-fort. À la Banque nationale de Beauval. La clé est là où Stéphane cache ses secrets. Le puits aux chênes. Il y retourna. Derrière un panneau, une boîte. À l'intérieur, une clé et un mot. Le coffre contenait les dossiers médicaux de Sandrine. Des analyses toxicologiques prouvant l'empoisonnement à l'arsenic.
Un rapport du laboratoire, ignoré par le médecin légiste. Et une dernière lettre de Sandrine, pour lui. Mon amour, si tu lis ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. Ce n'est pas un accident. Ma mère m'empoisonne. J'ai des preuves. S'il te plaît, protège Chloé. Simone l'accompagnait. Elle savait, murmura Stéphane, en larmes. Tu ne pouvais pas savoir, le réconforta TL. Il appela Valérie. C'est la preuve qu'il nous fallait, dit-elle. Le procureur va agir. Immédiatement. Il attendit, sur le navire. Il écrivit un dernier mot dans le journal de son père. Papa, j'ai tout trouvé. Chloé est en sécurité. Nous avons gagné. À minuit, le téléphone sonna. Valérie. Problème. Chloé a disparu. Monique s'est enfuie avec elle. Son sang se glaça. Il courut chez Simone. Tes notes. Il doit y avoir un indice. Ils fouillèrent les papiers. Simone se souvint. Des voyages réguliers de Monique, seule, dans un village isolé en Auvergne. La Roche-sur-Forêt. Pour voir une amie. J'y vais, dit Stéphane. Simone insista pour l'accompagner. Ils roulèrent toute la nuit. Ils arrivèrent à l'aube. Un village endormi. À la station-service, le pompiste nia connaître Monique. Mais son regard le trahit. Ils cherchèrent une voiture de luxe. Ils la trouvèrent, une Mercedes noire, derrière une maison coquette. Il frappa. Une femme ouvrit, une certaine Geneviève. Elle nia. Mais derrière elle, il entendit une voix. Chloé. Il insista, révéla le mandat d'arrêt pour meurtre. La femme, effrayée, referma la porte. Quelques minutes plus tard, Monique apparut. Froide, méprisante. Elle nia, le traita de menteur. Il menaça d'appeler la police. Elle tenta de négocier. Sa fuite, en échange de son silence. Il refusa et composa le 911. C'est alors que Chloé apparut. 16 ans. Les cheveux de Sandrine, ses yeux à lui. Le choc. Il donna l'adresse à la police. Chloé était confuse. Monique lui avait dit qu'il était mort. Les sirènes se rapprochèrent. Monique tenta une dernière fois de manipuler Chloé. Mais c'était trop tard. La police l'arrêta. Chloé regarda sa grand-mère se faire emmener, son monde s'effondrant. Au commissariat, Chloé, malgré le choc, fut catégorique. Elle voulait rester avec lui. Les autorités, face à sa détermination, cédèrent. Le soir, dans un bistrot, le silence était lourd. Je ne sais pas comment faire, dit Chloé. Moi non plus, avoua-t-il. Il lui raconta tout. La vérité sur sa mère, sur sa grand-mère. Elle s'effondra en larmes. Il la prit dans ses bras. Pour la première fois en 10 ans. Demain, dit-elle entre deux sanglots, je veux voir les preuves. Ils passèrent la nuit dans un hôtel. Il l'écouta respirer, n'osant croire qu'elle était là. Le procès fut rapide. Monique Lavigne fut condamnée à la prison à vie. La garde de Chloé lui fut confiée. Ils retournèrent à Saint-Martin-du-Bois. Chloé voulut voir le navire. Elle le parcourut, posant des questions sur son grand-père. On pourrait le garder, suggéra-t-elle. En faire un mémorial. Pour lui et pour maman. C'est une bonne idée, dit-il. Le soir, sur le pont, elle s'appuya contre lui. Papa, murmura-t-elle. Je suis contente que tu n'aies pas abandonné. Je ne l'ai pas fait seul. Mais c'est toi qui es revenu. Merci. Ils s'installèrent dans une petite maison du village. Simone devint une présence familière. La vie reprenait son cours. Un soir, seul sur la terrasse, il pensa à tout le chemin parcouru. La vie ne serait plus jamais la même. Mais ils avaient du temps. Du temps pour se reconstruire. Il regarda les étoiles, les mêmes que son père avait suivies. Une paix étrange l'envahit. La justice était passée. Chloé était là. Les blessures ne s'effacent jamais vraiment. Mais elles peuvent cicatriser.
Il rentra, jeta un œil à Chloé qui dormait. Il l'embrassa sur le front. « Bonne nuit, ma chérie. » Puis il alla se coucher. Pour la première fois depuis 10 ans, il dormit du sommeil d'un homme qui a retrouvé son port d'attache.